Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. L'arrivée de Nicolas Sarkozy ce matin à la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. C'est la plus ancienne du parc français, un site symbolique qui cristallise les tensions autour de la sûreté nucléaire en France. Le chef de l'État va prononcer un discours sur ce thème dans quelques minutes. Il devrait rappeler son engagement en matière d'énergie nucléaire, mais également rencontrer des associations anti-nucléaires. Car depuis la catastrophe de Fukushima au Japon, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer l'arrêt de ces réacteurs. La centrale de Fessenheim est en sursis. L'autorité de sûreté nucléaire impose d'importants travaux sous peine de fermeture. François Hollande a déjà promis son arrêt s'il était élu. Reste que ce site emploie 700 agents et 200 prestataires extérieurs. Le dîner du CRIF serait-il le dernier endroit à la mode où il faut être vu, qui plus est en cette année de présidentielle? Le Conseil représentatif des institutions juives de France a reçu hier soir Nicolas Sarkozy et les membres du gouvernement, quasiment au complet, mais également François Hollande et sa garde rapprochée. La plupart des candidats à la présidentielle étaient présents, seul grand absent Marine Le Pen et François Bayrou qui a déclaré ne pas souhaiter participer à des réunions communautaires publiques. À noter cette poignée de main entre le candidat challenger et le président sortant, pas encore déclaré. La course à l'Élysée a bel et bien commencé. En 2007, les Juifs de France, estimés à 400 000, avaient voté à 85% pour Nicolas Sarkozy. Éric Woerth, mis en examen pour trafic d'influence passive, est de nouveau entendu ce matin par les juges de Bordeaux. L'ancien ministre a déjà été entendu près de 12 heures par les juges en charge de l'affaire Bettencourt. L'ancienne comptable de la milliardaire avait avoué avoir sorti 50 000 € en liquide destinés à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Trésorier de l'UMP à l'époque, Éric Woerth a toujours nié les faits. Cette mise en examen de trafic d'influence de l'ex-ministre pourrait perturber la campagne présidentielle. Manifestation ce matin d'une centaine de policiers devant le tribunal de grande instance d'Évry. Ils reprochent aux magistrats du parquet de l'Essonne de ne pas les soutenir en cas d'outrage et d'agression, comme lors d'un récent contrôle d'identité. Le syndicat de police FO est à l'origine de ce rassemblement. Une délégation doit être reçue en ce moment même par la procureure de la République. La garde à vue du mari et entraîneur de Gianni Longo, Patrice Ciprelli, est prolongée. Soupçonné d'achat de produits dopants, il a passé la nuit à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Gianni Longo a été entendu comme simple témoin. L'enquête qui vise le mari de la championne a été ouverte en septembre dernier suite à un article de l'Équipe. La participation de Gianni Longo aux Jeux Olympiques de Londres s'éloigne. La cycliste reste sélectionnable si elle répond aux critères selon la Fédération française de cyclisme. Son avenir international semble néanmoins compromis. Une octogénaire dans le Var vit un véritable enfer. Son jardin s'est littéralement effondré après les inondations à Bagnols-en-Forêt. C'était il y a 4 mois. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Tout devrait aller pour cette dame. C'était sans compter avec son assureur. Il refuse de prendre en charge les travaux. Aujourd'hui, c'est toute la maison qui menace de tomber. Une maison au bord du vide. Même si cette terrasse menace de s'effondrer et emporter la maison qui va avec, Eliane, la propriétaire, ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Là, c'est assez dangereux, c'est un peu... Ben oui, c'est dangereux, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, pensez là. Oui, tous les arbres, il y avait des beaux arbres, tout ça, vous voyez, ils sont tous par terre. Dessous, c'est creux. Hein. Alors, la terrasse, elle n'est pas tenue par la terre. Hein. S'il pleut à nouveau, ben, automatiquement, ça va repartir, c'est sûr. Une situation qui dure maintenant depuis 4 mois, un sinistre survenu lors des dernières inondations. Eliane est consciente des risques, mais ne veut pas se résigner à quitter les lieux. Une maison qu'elle a construite à son goût. Quand on a passé une partie de sa vie, qu'on a travaillé à deux pour être un peu tranquille pour sa vieillesse, c'est pas évident, hein. C'est dur à digérer. Pour sécuriser sa demeure, 300 000 € seraient requis. Une somme que l'assurance habitation d'Eliane ne veut pas prendre en charge. Son contrat ne couvrirait pas les parties extérieures. Et comme la maison n'est pas fissurée, qu'il n'y a rien, qu'elle n'est pas partie avec les... Alors automatiquement, les assurances ne veulent pas prendre ça en compte, c'est tout. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, alors que ça fait partie des catastrophes naturelles.
En effet, son sinistre est reconnu comme catastrophe naturelle. Contactée, l'assurance d'Eliane n'a pas souhaité nous fournir les précisions réclamées. Pour l'instant, Eliane garde espoir que sa maison ne soit pas détruite. Le froid persiste et signe. 52 départements sont toujours placés en vigilance orange grand froid. Sur le canal Rhin-Rhône, une péniche a été prise dans les glaces d'une épaisseur de 15 cm. Dans le Doubs, le canal est fermé à la navigation. L'ambiance est polaire. Le Doubs gelé, la citadelle par derrière avec le soleil qui se lève, ça donne des allures de rivière russe même. Dans le département, 2 villages se disputent actuellement le titre de la commune la plus froide de France, Mout et Saint-Pierre, où le mercure descend jusqu'à -20 degrés. La petite Sibérie, c'est le surnom que les habitants de Saint-Pierre ont donné à ce plateau du Haut-Jura. De la neige à perte de vue et un froid à vous glacer les os. Ici, la vie semble s'être arrêtée, en apparence seulement. Depuis l'arrivée de la vague de froid, le thermomètre est descendu jusqu'à -28 degrés, bien loin des -42 de 1956. Cette année-là, c'est Mout, situé à une vingtaine de kilomètres, qui a hérité du titre du village le plus froid de France. Alors, où se trouve la vérité ? Mout et Saint-Pierre, c'est les 2 pays les plus froids. Et c'est les 2 pays qui faisaient concurrence avant, quand on avait 2 journalistes, un à Mout, un à Saint-Pierre. Puis après, on a dit à Saint-Pierre, il ne faut plus le dire. Donc on ne le dit plus, mais il fait toujours la même température qu'à Mout. Mais bon, à -20, on arrive à vivre, on vit. Et pour résister à ce froid sibérien, une bonne couverture n'est jamais de trop, et ce ne sont pas ces chevaux qui diront le contraire. Plus chanceuses, les vaches de Dominique Bouvet, bien au chaud dans l'ancien étable. Le tout nouveau hangar qui les accueillait a pris un sérieux coup de froid. Il a fallu que je revienne à l'étable, tout simplement parce que l'eau était gelée, et puis bon, j'avais beaucoup trop froid, ça n'allait pas, donc en plus j'avais des difficultés d'ouvrir les portes, donc je les ai ramenés à l'étable. Je pense que le confort animal là, est bien préservé. Bon, c'est surtout le confort humain qui est un petit peu plus compliqué, mais bon, tant pis, on fait avec. En attendant une météo plus tempérée, le plateau du Grand Vaud devrait à nouveau enregistrer cette nuit des températures proches des -20 degrés. Des températures négatives également dans le Vaucluse. En Avignon, une panne tombe mal, celle d'une chaudière d'un immeuble. Des centaines d'habitants de la cité se retrouvent sans chauffage et supportent difficilement le froid dans leurs appartements. 10 degrés dans la cuisine et pourtant chez Thierry, les radiateurs sont à fond. Ils sont en route, ça marche, tout fonctionne. Voilà, donc je dois m'adapter avec. Donc j'ai un chauffage à pétrole pour tenir, pour avoir froid. Des chauffages d'appoint un peu partout dans son appartement qu'il allume à la demande. Pour ce fonctionnaire, des frais supplémentaires alors qu'il paie chaque mois 50 € de charge de chauffage. Ici, la chaudière commune tombe en panne régulièrement. Là, elle marche au ralenti depuis une semaine, tellement au ralenti que les radiateurs sont froids. Alors la nuit, toute la famille dort dans une seule pièce. Le radiateur que je me sers dans le salon, que je fais aller-retour, donc le soir, je vais le mettre dans ma chambre et puis dormir avec nous. Parce que cette température dans sa chambre, elle ne peut pas. C'est pour qu'elle attrape froid, c'est pas la peine. Chez Soraya, même problème. La température est descendue à 8 degrés ce week-end dans son salon. Avec ses revenus modestes, elle vient d'acheter 2 radiateurs. Elle s'inquiète pour sa note d'électricité. Elle n'arrive pas à joindre le bailleur, Erilia, pour avoir des explications. Hier, j'ai appelé Erilia Marseille, nous raccroche au nez. Donc le gestionnaire aussi nous dit c'est en réparation. Les plombiers dehors, quand on les croise, ils nous disent comme quoi ils ne peuvent rien faire. C'est des tuyaux de 40 ans, facilement, même plus. Devant les bureaux fermés du gestionnaire, des locataires un peu perdus. Difficilement joignables par téléphone, la société Erilia nous a juste déclaré qu'elle déléguait à un prestataire de service la chaudière. La cité d'habitation à caractère social date des années 60. Des travaux sont promis depuis longtemps, comme la mise en place du double vitrage. En attendant, il serait près de 200 locataires à être sans chauffage. La France grelotte donc, patine et glisse. Les températures négatives ont transformé les trottoirs en patinoires. Les chutes sont quotidiennes. À Caen, par exemple, le service des urgences le constate chaque jour. C'est un véritable spectacle en plein jour. Tout droit venu de Sibérie, le froid rythme désormais le quotidien du piéton. En piste, sur les trottoirs de Caen, ici, jeu de jambes de rigueur pour un numéro très spécial sur glace entre funambules et équilibristes. J'ai vu qu'il y avait plein de neige, donc je marche et puis je suis pas équipée en plus. Et pour pouvoir marcher là, c'est quand même un petit peu honteux. Hein. Non, vous croyez pas?
C'est très dommage qu'il n'ait pas mis de sel parce qu'il va y avoir énormément de jambes cassées. Et voilà. Voilà, ils n'ont rien fait. Et ça va encore coûter cher. Non, mais c'est très dommage, c'est hyper dangereux. Et voilà, car c'est en effet le revers de la médaille. L'exercice du déplacement en ville, en ce moment, c'est pas sans risque. Bon, il n'y a pas de fracture, hein. Il n'y a pas de fracture, mais par contre, il y a un petit arrachement. Je suis tombé en glissant sur la neige, sur le trottoir, devant chez moi. En ce moment, on est entre 35 et 45 personnes par jour. Donc hier, 50 personnes, oui, c'était plus que d'habitude. Et surtout des profils de patients qui ont chuté à cause du verglas, à cause de la neige. Alors l'urgence, me direz-vous, c'est bien le nettoyage des trottoirs et apparemment les agents municipaux s'en chargent. Et vous comprenez bien qu'avec 700 km de trottoirs, ce n'est pas évident de travailler partout, donc on a des priorités. Et je voudrais aussi rappeler une deuxième chose, c'est que nous avons à la ville de Caen un arrêté du 20 novembre 1952 qui dit que chacun devrait nettoyer son trottoir à côté de chez lui. Ainsi, à chacun de balayer devant sa porte. Cela dit, ce serait mieux avec du sel. Alors, à Caen, des bacs répartis dans toute la ville et mis à la disposition des administrés. C'est un radar qui bat tous les records. Ce serial flasher est situé à quelques mètres seulement avant la douane de Bardonnex, à la frontière entre la Haute-Savoie et la Suisse. En 11 mois seulement, il totalise 156 000 flashs, soit 450 par jour. Avant, c'était le sapin de Noël, quoi. Ça flashait tout le temps en permanence. Les gens roulaient vraiment fort avant. C'est vrai que là, ça se connaît en tout cas. Les gens sont obligés de lever le pied, c'est clair. Pousser les automobilistes à lever le pied dans cette zone particulièrement dangereuse, tel était le but de la préfecture. En attendant, le radar de Bardonnex battrait un tout autre record avec 6 millions d'euros de recettes. C'est le périple malheureux d'un cachalot. Le mammifère marin de 14 mètres de long a échoué sur la plage de Knock, en Belgique. Après une agonie de plusieurs heures, le cétacé a fini par mourir, certainement blessé en mer par un bateau. Un animal très impressionnant qui peut atteindre 30 tonnes. Je me suis dit que ça allait être impressionnant. J'avais entendu parler d'un poisson de 30 mètres de long. J'avais jamais vu ça. Je voulais le voir de mes yeux. Victime d'une erreur d'aiguillage dans son voyage vers des mers plus chaudes, l'animal, comme tant d'autres, s'est fait piéger dans l'entonnoir entre le Danemark et la France. Certaines parties de sa carcasse qui valent de l'or, comme l'ambre et l'ivoire, seront récupérées. La neige s'est largement invitée un peu partout en France, de quoi ravir les habitants de Montaillon dans les Deux-Sèvres. Ici, la station de sport d'hiver est éphémère, un minuscule domaine sans remontée mécanique, mais où il est possible de faire des randonnées, de la luge ou des balades à traîneau. On scrute le temps et puis dès que la neige tombe, eh bien, on met tout un petit peu en effervescence. Donc ça crée une animation dans le village et il y a beaucoup de bénévoles de l'association qui sont là pour prêter main forte. Cette station ferme dès que la neige disparaît. Ailleurs, les professionnels de la montagne restent ouverts, quoi qu'il arrive. Ils espèrent faire une bonne saison et cela devrait être le cas cette année, notamment dans le Puy-de-Dôme, où à quelques jours des vacances scolaires, les réservations sont à la hausse. Patience, plus que quelques jours avant de chausser vos skis. La neige est au rendez-vous et surtout, elle devrait être bonne pour les amateurs de glisse. On est confiant parce qu'on a un bon enneigement il y a 2 semaines et que maintenant surtout le froid se maintient, donc ça nous permet de faire tourner les enneigeurs et ça nous permet aussi de garder la couche de neige qu'on a pu acquérir durant l'hiver là, donc on est extrêmement confiant. Ouais. La confiance est de retour. Après un mois de janvier très doux, les gérants d'hôtels inquiets avaient été obligés de casser les prix. Grâce au froid, ils rattrapent petit à petit leur retard, mais restent néanmoins prudents. La neige est enfin arrivée, donc actuellement c'est vrai que le téléphone s'est bien mis à sonner, donc je pense que pour l'instant c'est pas encore la grosse euphorie, mais ça devrait le faire. On est sur un taux de remplissage très correct sur tout ce qui est village vacances, résidence de tourisme, de l'ordre de 90% à 100%. Un peu plus bas sur les hôtels, on devrait être autour de 70%. Ça veut dire qu'en cœur de station, il reste encore de la place et il reste beaucoup plus de place dès qu'on s'éloigne un petit peu des pieds des pistes. Ces réservations sont encourageantes pour les commerces du Mont d'Or. Restaurants et magasins de location de ski se frottent déjà les mains.
Depuis une quinzaine de jours, il y a pas mal de structures qui téléphonent pour voir pour réserver, des groupes notamment. Et pour s'assurer une partie de clientèle, les vendeurs tablent sur les réservations de matériel par Internet. De quoi être fin prêt pour un touche-fousse réussi. Tout de suite, votre édition des initiatives.